Quel est l'animé de l'année? En voilà un sujet qui divise. Chaque année, on voit des débats presque toxiques sur les réseaux, chacun essayant de défendre son poulain, mais cette fois, un animé semble faire l'unanimité. Le péché originel de Takopi, qui a retourné internet en seulement 6 épisodes. Mais moi, je suis pas vraiment du genre à succomber à la hype. Quand une œuvre a un tel pic de popularité, ça m'intrigue et ça me donne envie de creuser pour voir si on est face à un vrai diamant ou à un bout de verre qu'on aurait simplement extrêmement bien poli. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, maintenant que la hype est redescendue et qu'on peut penser à froid autour de la licence. Bonjour à toutes et à tous, ici Amano et aujourd'hui on parle de Takopi. Et si je dis on, c'est parce que pour une fois, je ne serai pas seul. Ouais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est intéressant de prendre une vision d'ensemble, de regarder comment a existé Takopi. Vous commencez à me connaître, j'aime beaucoup aborder l'histoire éditoriale des œuvres pour voir ce que je peux en tirer. Takopi est très intéressant, car on voit directement que le buzz de l'anime ne sort pas de nulle part. Parce que déjà lors de la prépublication, tout était déjà là. Takopi a été prépublié au Japon de fin 2021 à mi-mars 2022, ce qui donne donc un manga particulièrement court. Et on pourrait donc s'attendre à ce qu'il ne fasse pas énormément de vagues, sauf que c'est tout l'inverse. Par exemple, en février 2022, le manga a cumulé 2 millions de lectures numériques par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, du niveau de succès que c'est pour un manga aussi court. Et ce succès, il va logiquement se répliquer ailleurs. Déjà, il va se voir dans les ventes des tomes, parce que le tome 1 va faire un excellent démarrage pour les standards de 2022. Mais ce démarrage va être complètement effacé par le tome 2. Allez, devinez combien de copies le tome 2 a vendu au Japon sur sa première semaine. 80 000 90 000 Allez, 100 000 copies 200 000 Et plus de 300 000 en à peine un mois. Vraiment, il s'est passé un truc. En à peine 3 mois d'existence, Takopi a pris le Japon, l'a retourné et a fini 2022 en tant que nouvelle licence la plus populaire de l'archipel sans aucun débat possible. Parce que derrière, le deuxième tome 1 le plus vendu de 2022 vendait presque 2 fois moins de copies que celui de Takopi. Je sais pas si on se rend compte d'à quel point en à peine quelques mois, Takopi a tout explosé. Déjà à ce moment-là, c'est compliqué de le qualifier autrement que par un seul mot. Phénomène. Et si d'autres œuvres vont prendre la lumière commercialement en 2022, qui d'ailleurs est à ce jour la seule de l'Oricon qui a vu 4 mangas différents passer les 10 millions de copies vendues, Takopi a réussi à marquer les esprits tant commercialement que critiquement, parce que là aussi c'est une folie. Vainqueur du prix de l'excellence au Japan Cartoonist Association Award, 3ème au Konomanga Sugoi et nominé à pas mal d'autres prix. Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà à l'époque, sans aucun animé, sans rien et surtout sans auteur connu, je rappelle qu'à l'époque Taizen 5 c'est personne, Takopi a tout gagné. Il y a rien qu'il a laissé à la concurrence. Donc, voir une adaptation animée être annoncée fin 2024, c'était la suite logique. Et si à titre personnel je m'attendais plus à un film qu'à l'animé qu'on a eu, les 6 épisodes vont continuer le raz-de-marée. Takopi va devenir le premier animé à avoir tous ces épisodes à plus de 9 sur 10 sur IMDb. Bon, ok, le format aide pas mal. C'est beaucoup plus facile d'avoir 6 épisodes à cette notation que d'en avoir 24, 64 ou je ne sais pas combien. Mais tout de même, la performance reste folle et surtout elle est à souligner. Parce que non seulement, personne ne l'a fait avant lui, mais surtout, c'est la clé de voûte de tout ce tas de succès qui n'amène qu'une seule question. Pourquoi il y a eu un tel tsunami de succès autour de Takopi? Qu'est-ce qui a créé ce tel raz-de-marée? Que vaut vraiment l'œuvre de Taizen 5? Avant de parler vraiment de Takopi, on va rester un peu autour pour parler déjà de sa structure. Je l'ai dit, le manga est court. Il fait 2 tomes, 16 chapitres qui ont été adaptés en 6 épisodes. Et si ça peut donner l'impression d'un manga arrêté prématurément, ce qui n'est pas le cas au passage, il suffit de voir comment les tomes 1 et 2 sont nommés au Japon pour comprendre que Takopi devait durer aussi peu de temps. En revanche, ça peut nous indiquer un truc. Que Takopi, dans la forme qu'on lui connaît, c'est la forme qu'il devait avoir à la base, que Taizen 5 a pu pleinement mettre en œuvre sa vision artistique la plus pure. Parce que pour un auteur, c'est compliqué de mettre en place le plan d'une intrigue sur 20 ou 30 tomes, et surtout, de pleinement s'y tenir. Un arc peut prendre plus de temps que prévu, un auteur peut avoir d'autres idées concernant certains personnages ou événements, son éditeur peut lui en souffler d'autres d'ailleurs, ou par exemple, un arc ou un personnage peuvent être plus populaires ou moins populaires que prévu, et ça fait que l'auteur va changer ses plans, va faire durer un arc plus longtemps, va mettre un personnage plus en avant, quitte à devoir réadapter ses plans en cours de route. Tout ça, tous ces soucis qui sont extrêmement communs dans le monde du manga, Takopi n'a pas eu à y faire face, grâce à sa durée, mais aussi sa prépublication. Takopi a été prépublié sur le Shonen Jump Plus, sur une plateforme qui est numérique
lyrique, où la pression éditoriale et le risque d'annulation sont bien plus faibles. Bon ok, ta copie ça a été un succès immédiat, donc le risque d'annulation, il en a autant quelque chose à foutre que Beyrouth son IMC. Mais vraiment, le Jump Plus, niveau annulation, c'est super chill, les auteurs sont giga libres là-bas. Et libre, Taizen 5, il l'a été, et le résultat c'est que le manga est maîtrisé de bout en bout. Et par maîtrisé, je parle pas de la qualité du manga, mais de sa structure. Chacun des 16 chapitres a un but clair dans la narration, est globalement bien construit, et sert surtout à faire avancer l'intrigue, à faire avancer l'œuvre, qui en revanche fait face à une contrainte qui est inhérente à sa durée, elle doit faire vite, elle doit souvent aller à l'essentiel, et donc ça nous donne une œuvre qui est très rapide, qui parfois se retrouve à peut-être un peu charcuter certains moments qui auraient été nécessaires. On va le voir, mais le rythme de ta copie, c'est pour moi à la fois son plus gros point fort et son plus gros point faible, mais ça saute pas directement aux yeux. À l'inverse de l'aspect graphique de ta copie. Taizen 5 disait dans une interview avoir été énormément influencé par Inyo Asano, et ça se voit. Déjà, le concept même de ta copie, à savoir une créature au design volontairement simpliste et enfantin dans une série qui va explorer des thèmes assez sombres, ça me rappelle pas mal Bunny Poon Poon. Certes, ta copie ne va jamais aussi loin que Poon Poon graphiquement, mais l'inspiration se sent, et pas qu'un peu. C'est pas le seul domaine où on remarque une inspiration d'Asano chez Taizen 5. Déjà, je trouve que la manière qu'il a de dessiner des enfants ressemble un peu à celle d'Asano. Et surtout, il faut qu'on parle de ses décors, parce que tant dans leur manière de les dessiner que dans le rôle narratif qu'il leur donne, ça transpire l'inspiration d'Inyo Asano. Chez Taizen 5, comme chez Asano, les décors sont hautement détaillés pour appuyer l'ampleur et l'importance dramatique d'une scène, en misant sur leur capacité à capter l'œil du lecteur grâce à pas mal de détails, mais aussi grâce à beaucoup d'ombre et surtout à un angle de vue qui va chercher à mettre ces décors en valeur. Et ça marche, bordel! Autant pour Asano, on en parlera une autre fois, autant pour ta copie, les scènes qui ont droit à ce traitement deviennent directement les scènes les plus mémorables de la série. Et c'est pas tant pour ce qu'elle raconte narrativement que pour ce qu'elle montre graphiquement. Vraiment, Taizen 5 a été énormément influencé par Asano, et c'est loin d'être la seule inspiration qui l'a aidé à créer ta copie. Dans une interview, il a même divisé son inspiration en 5 pièces. La première, on l'a dit, c'est Inyo Asano et plus spécifiquement Poon Poon. La deuxième, c'est les dessins animés pour enfants dont l'influence se transparaît dans toute l'imagerie qui entoure ta copie. Taizen 5 évoque Doraemon en tant qu'inspiration et j'avoue qu'il y a un truc. L'idée d'un alien avec des outils avancés technologiquement qui arrive sur Terre pour aider des enfants, il y a vraiment un truc, et Taizen 5 a dit que l'idée première derrière ta copie c'était de faire un Doraemon un peu plus sombre. Mais on peut aussi penser à pas mal de shows pour enfants occidentaux, dans cette formule narrative d'aider des protagonistes via des outils magiques, ou à minima surprenants, est répandue et omniprésente. Pensez à Dora l'exploratrice, à la maison de Mickey, ou à certains sketchs de Yuga Bagaba si besoin. Notre troisième pièce, c'est ReZero, qui a inspiré Taizen 5 sur ta copie sur 2 points, les voyages dans le temps et l'isekai, parce que ta copie est un isekai inversé qui plus est. Un isekai, c'est une œuvre où une personne issue de notre monde pénètre dans un monde étranger, et ta copie, c'est quelqu'un qui est étranger à la Terre, qui arrive sur Terre. Quelqu'un qui est étranger à notre monde, qui arrive dans notre monde. Du coup, on peut officiellement dire que ta copie est un manga sur l'immigration. Les 2 dernières pièces sont un peu plus compliquées, dans le sens où leur influence me paraissent moins évidentes. Undertale et A Place Further Than the Universe. D'Undertale, Taizen 5 peut avoir repris la construction narrative des personnages, qui ne cherchent jamais à dépendre des personnes purement malveillantes, ou rarement en tout cas. C'est quelque chose qui est très présent dans ta copie et qui sert ses propos majeurs. Pour A Place Further Than the Universe, c'est là que l'inspiration me semble la plus diffuse. Mais on peut créer un lien bien précis entre l'anime de Madhouse et ta copie. Le voyage. Pour les 2 œuvres, le voyage des protagonistes vers Tokyo et l'Antarctique sont initiés par la volonté de retrouver un être cher. Voyage qui sera après la source de grands changements chez eux. Après, la conclusion des 2 voyages ne vont pas être les mêmes, mais l'inspiration est tout de même là. Et avec ça, on a nos 5 pièces, qui ensemble vont former un puzzle qui s'appelle ta copie. Un mélange d'influences qui va créer un poulpe. Mais c'est pas tout, car en fait, j'ai oublié une 6ème pièce. Taizen 5 lui-même. Car Taizen 5 est un auteur très particulier, avec un style et une construction d'histoire très particulière. Mais pour voir ça, il va falloir aller au cœur de son œuvre. Je disais que Taizen 5 était la dernière pièce du puzzle des inspirations de ta copie. Et en vrai, c'est peut-être même la pièce la plus importante du lot, parce que c'est vraiment en passant à travers le prisme de Taizen 5 que les inspirations vont donner naissance à une œuvre. Taizen 5, c'est quelqu'un qui aime bien parler d'énormément de thèmes. Le premier de ces thèmes, c'est les relations humaines et l'impact qu'elles peuvent avoir sur un être humain. Taizen 5 adore parler de ça.
surtout s'il peut montrer les deux côtés d'une relation. Son one-shot le plus récent, Fighting Girls, utilise ça comme colonne vertébrale de sa structure narrative, en commençant par la rencontre entre les deux protagonistes, puis va après explorer leur point de vue. Et on retrouve aussi dans Fighting Girls une autre de ses passions un peu bizarre, une gestion toute particulière de la place qu'il donne à ses points de vue. Fighting Girls fait 73 pages, et met 15 pages pour arriver au moment où se rencontrent concrètement les deux personnages. Et après, il va parfaitement diviser par deux ce qui lui reste en pages pour en dédier autant à chacune des deux protagonistes. Puisque le one-shot va mettre la moitié des 58 pages restantes, donc 29 pages, à revenir au point de départ pour aborder le point de vue de l'autre personnage. Encore une fois, en 29 pages. Ce jeu de division est présent chez Takopi qui va centrer son passage du tome 1 à son tome 2 sur la mort de Marina et sa découverte, avant de se focaliser sur ce fameux personnage dans le tome 2. Mais honnêtement, c'est beaucoup moins bien abouti que dans Fighting Girls, et on est moins émerveillé quand on se rend compte de comment est divisé Takopi. Déjà parce que, la division est directement sous nos yeux. Il y a la tomaison qui aide à s'en rendre compte. Takopi parle aussi bien évidemment de relations humaines, un thème qui est extrêmement cher à Taizen 5. Et là vraiment, l'auteur utilise le plein potentiel de ces deux tomes pour tout bien détailler, au point de pouvoir tout schématiser. Donc on a Shizuka qui vit seule avec sa mère, qui est escort girl et qui voit régulièrement le père de Marina, camarade de classe de Shizuka, qui va devenir sa harceleuse. Pendant ce temps, le daron de Shizuka est parti acheter des clopes à Tokyo et a retombé le biscuit entre temps pendant que la daronne de Marina essaie d'extérioriser la mort de son mariage dont l'achat d'embrasse de rideau. À côté de ça, il y a Azuma qui remarque que Shizuka et Marina causent ce conflit et qui crush sur Shizuka parce qu'elle ressemble à sa mère. Tu files un très mauvais coton mon garçon. Et d'ailleurs, en parlant d'Azuma, il y a sa daronne qui ne cesse de le comparer à son grand frère Junya parce qu'elle refuse de lui faire dégoûter parce qu'il est pas bon à l'école alors que Junya il est bon à l'école. Et du coup, Azuma il a un complexe d'infériorité envers son grand frère Junya qui lui est rebelle, il s'éteint les cheveux, il a un petit boulot, il a acheté une bague à sa copine. Quoi, c'est pas plus bizarre qu'une télé-réalité hein. Et donc au milieu de tout ça aussi, il y a Takopi. Un poulpe venu de l'espace qui essaye de te dealer des gadgets en te les présentant façon youtubeur storytelling hein. Et ça tu vois, c'est pas n'importe quel appareil photo. C'est un appareil photo qui permet de remonter le temps, d'aller plus loin dans le passé que tu ne viens dans le futur. C'est très compliqué, mais en final, dès que tu comprends le truc, c'est tout de suite beaucoup plus simple. C'est un outil qui est parfait pour lancer les intrigues, en fait. Mais quand je dis parfait, c'est l'outil parfait. Et ça, l'auteur, il l'a très bien compris. Et il va baser tout son manga là-dessus. Tout son manga. Et ça, c'est une capsule qui ressemble à un Doliprane. Hein. Vous voyez tout ce médicament, ouais, vous voyez ce que c'est super. Ça permet de cacher plein de trucs. Et notamment, ça permet de cacher un corps. Et là, l'auteur, c'est un génie, parce que là, l'auteur, à ce moment-là, il fait un shonen qui flirte avec le seinen. Et ça, c'est très très important. C'est très très important parce que jamais personne n'a osé faire ce genre de move à l'époque. Et en parlant de shonen qui flirte avec le seinen, il faut aussi parler de la violence de Takopi et de son obscurité. Takopi est sombre et utilise plus que volontiers une imagerie choquante. Dès le début, on te montre quand même un suicide. Et plusieurs fois pendant la suite de l'œuvre, Taizen 5 va volontairement piocher dans cette imagerie choquante qui sera utilisée avec les fameux décors inspirés d'Asano. Sauf que plus on avance dans Takopi, plus on se rend compte que Taizen 5 utilise en fait ces moments pour essayer de faire un peu respirer son intrigue. Par exemple, le chapitre 4. Tout le chapitre est volontairement oppressant et fait monter la tension jusqu'au moment fatidique où Takopi va involontairement tuer Marina, soit le moment qui conclut le chapitre. D'ailleurs, le chapitre 5 essaye de faire redescendre cette tension, mais n'y arrive pas vraiment, ce qui est normal parce que le chapitre se passe à côté d'un putain de cadavre d'enfant. Taizen 5 va faire ça tout le long de Takopi, avec une construction narrative qui essaye d'un côté de te calmer, tout en te montrant une situation qui continue de dégénérer. Et si c'est quelque chose que j'adore et que je trouve génial, je ne peux pas nier que ça mène l'un des plus gros défauts de Takopi. Le manga est oppressant et ne te laisse jamais tranquille. Et si la faible durée de l'œuvre permet justement de garder le lecteur sous tension tout le long sans anticiper de pause, ça rend aussi la lecture fatigante. Car pour garder le lecteur sous tension, le manga se retrouve à alterner entre des passages volontairement très denses en informations et en thèmes traités, avec des fausses respirations qui sont souvent des moments chocs et qui donc ne sont pas du tout des respirations. Au final, Takopi n'a aucune pause et ne va réellement calmer le rythme que vers sa fin. Et c'est un souci. C'est un souci car au final, ça nous donne une œuvre qui est non seulement oppressante, mais qui en plus de ça, condensée, au point de parfois devoir comprimer et accélérer plus que nécessaire le traitement de ces thèmes narratifs et de donner l'impression qu'ils sont superficiels. Par exemple, les boucles temporelles que fait Takopi au début du manga, qui occupent environ un tiers de l'œuvre. Je suis désolé, mais ces boucles auraient pu être bien plus creusées. Comparez ça avec Life is Strange par exemple, qui a une idée à peu près similaire, à savoir un personnage capable de voyager dans le temps et qui va utiliser ce pouvoir pour essayer de soigner le bonheur de différentes personnes. Et ok, Life is Strange tourne bien plus autour des boucles temporelles que Takopi, mais il y avait quand même matière à faire bien plus. Prendre un peu plus de temps aurait non seulement permis de développer un peu plus la narration de Takopi, donc les relations entre ces personnages et comment elles évoluent, et bon, c'est pas comme si c'était un domaine où Taizen 5 était vraiment bon, mais
et en plus ça aurait permis de creuser les thèmes que ta copie aborde. Par exemple, sortez-moi le thème narratif majeur de ta copie. Pendant que vous réfléchissez, je vous rappelle de bien penser à vous abonner, à activer la cloche, tout ça vous connaissez la musique. On se rapproche de plus en plus des 10 000 abonnés, et ce serait fou d'atteindre ce cap avant l'anniversaire de la chaîne mi-octobre. Ah, et vous savez quoi? Si on atteint les 10 000 abonnés avant l'anniversaire de la chaîne, donc avant le 16 octobre, je fais un 3e iceberg. Et pour la prochaine vidéo, disons qu'elle racontera comment nous sommes tous devenus les plus grands des héros. Bon, où est-ce qu'on en était là? Ah oui, le rythme de ta copie et comment y forcer les thématiques à se parasiter entre elles. Si on prend le manga à plat, l'œuvre parle de plein de choses intéressantes en se centrant surtout autour des relations parents-enfants. Mais il ne laisse pas assez de temps à ces thématiques pour pleinement briller. Je suis pas non plus simplement en train de descendre le rythme de ta copie, et en vrai, un rythme trop lent peut aussi être un problème. Par exemple, Omori explore aussi des thèmes plus sombres, souvent liés à la mort, avec une esthétique volontairement très mignonne. Donc, un peu quelque chose qu'on pourrait rapprocher de ta copie. Sauf que là, le rythme d'Omori est lent, mais genre vraiment lent. Et pour le coup, ça dessert vraiment l'œuvre. Et aussi, un scénario qui se focalise trop sur les boucles temporelles ou des événements montrés différemment à chaque fois, ça peut très bien devenir chiant si l'intrigue globale ne suit pas. Pour les boucles temporelles, Endless Hate d'Haruhi Suzumiya est un arc ô combien audacieux, mais qui sacrifie le plaisir de visionnage au profit de cette audace. Et aussi, j'ai pas besoin de vous raconter à quel point j'adore A Dead Unluck, mais vraiment, les arcs de la deuxième partie où Tuzuka nous représente des histoires déjà connues avec quelques changements. Pour les événements montrés différemment, Nier Automata est l'un de mes jeux préférés, mais oui, une partie non négligeable de la route B. Ta copie aurait aussi clairement fini dans cette catégorie vu comment la suite d'événements présentés n'était pas suffisante pour rester intéressante un long moment. Donc en soi, bien joué Tyson 5. Donc étant en mano, t'es en train de nous dire que en même temps tu reproches à ta copie de pas explorer ce qu'elle met en place, et à côté tu félicites Tyson 5 de ne pas avoir fait ça. Mais t'es juste contradictoire et super ambigu là. Oui, parce qu'il faut réussir à trouver le juste milieu. Faut être ni trop lent et répétitif, mais aussi faut pas être trop rapide, parce que là tu vas pas donner assez de place à chacun de tes thèmes narratifs, à chacune de ces intrigues, à chacun de tes personnages. Et ça, c'est un problème que fait ta copie. Tout ce passage sur l'utilisation minime des voyages dans le temps, ça sert à vous montrer que le manga ne va pas au bout de ses idées, principalement à cause de sa durée. Je sais pas pourquoi Tyson 5 n'a pas ne serait-ce voulu faire un simple 3e tome. D'accord, l'idée de la dualité Shizuka-Marina aurait moins marché, mais bon, c'est déjà le point de l'œuvre qui me semble être le plus bancal dans ce qu'on a. Parce que on passe moins de temps avec la Marina du futur, donc on s'attache moins à ce personnage, et surtout vu qu'on passe moins de temps, tout va encore plus vite, donc ça fait encore plus artificiel, et l'espèce de plot de fin semble plus être là comme faire un gros plot twist final pour essayer de garder le lecteur vraiment jusqu'à la fin. En vrai, quitte à vraiment pousser à fond cette dualité, j'aurais utilisé un peu plus les Appiens, en utilisant plusieurs, par exemple 2 autres Appiens qui se seraient liés à Marina et à Azuma. On aurait vraiment eu 2 autres perspectives d'extraterrestres un peu comme ta copie, qui auraient eux aussi essayé de guérir à leur manière le malheur des enfants qu'ils ont rencontrés. Manière qui aurait très probablement, encore une fois, été très maladroite. Parce que là, d'un point de vue narratif, c'est lorsque on passe dans le futur sur Marina que on sent vraiment que le manga n'arrive pas vraiment à donner la place nécessaire à chacun de ses personnages, à chacune de ses intrigues. Mais quand on s'intéresse à ce qu'il essaie de vraiment de nous raconter, on a juste l'impression de voir plusieurs discours qui essayent d'exister en même temps, ce qui marche pas. Et c'est con, parce que quand tu prends tous ces trucs un par un, et que tu réfléchis autour de ce que ça raconte, tu es sur un sans faute. J'aime beaucoup ce que Tyson 5 essaie de montrer avec Azuma et la pression malsaine qui est mise en place par sa mère. Mais j'aurais aussi aimé voir comment Junya vivait ça, ce qui n'est que trop peu montré dans ta copie. C'est grâce aux multiples points de vue que met en place Tyson 5 dans les relations qu'on arrive vraiment à les apprécier. Voir un peu les événements du côté de Junya, notamment la pression maternelle qu'il aurait lui arrivé à surmonter, ça aurait vraiment ancré cette situation dans le manga. Parce que là, on a un peu l'impression de voir Azuma péter les plombs pour pas grand chose. C'est un constat qui se généralise à globalement toute ta copie. On a vraiment l'impression que Tyson 5 aurait pu en faire plus, créer beaucoup plus, creuser d'autant plus, car mine de rien, le manga est rempli d'excellentes idées, principalement narratifs, qui auraient mérité plus de place. J'ai déjà parlé du design de ta copie, volontairement simpliste et enfantin et mis en opposition avec le reste du style graphique, bien plus détaillé et jouant sur les ombres. Mais pour rester dans l'aspect graphique, très peu d'adultes dans ta copie ont des yeux clairement représentés. Là comme ça, les seules exceptions qui me viennent en tête sont la mère de Marina en 2022 et le père de Shizuka. Ah, et aussi il y a la daronne d'Azuma. Mais même là, dans chacun de ces 3 cas, l'impact sur les enfants, et notamment sur leurs yeux, est clairement visible. Azuma qui comprend la distance qu'il a avec sa mère, Marina qui voit son traumatisme
prisme du verre être réveillé, et Shizuka qui atteint définitivement la dernière étape de sa descente en enfer. Takopi, c'est un manga qui nous montre un monde de merde, un monde qui est malheureusement le nôtre, un monde qui est moisi au point où il faut l'arrivée d'un alien, de quelque chose d'étranger qui n'est pas censé être humainement possible dans notre monde, pour essayer d'amener la moindre parcelle de joie. C'est là que l'inspiration d'Doraemon revient et devient encore plus intéressante, parce que les rares moments où on verra Shizuka et Marina sourire seront ceux où les gadgets de Takopi seront utilisés à des fins toutes sauf joyeuse. L'appareil photo qui tue Marina, et le voyage retour de Takopi qui promet de tuer Shizuka. La joie alien de Takopi a été contaminée par la noirceur de l'humain qui occupe déjà les cœurs de ces pauvres enfants. Des cœurs qui ont été contaminés par leur famille. Un thème qui est cher à Taisen 5, qui ira jusqu'à ouvertement en faire la thématique majeure de son autre série phare. La thématique de la famille est bien évidemment traitée de manière extrêmement négative. Ici pour montrer des familles déjà brisées et qui sont surtout irréparables. Il n'y a aucun doute sur le fait que la condition d'escort girl de la mère de Shizuka n'est pas là par le plaisir du Peggy 18. Il est évident que l'amour qui liait les parents de Marina est mort depuis longtemps et que la mère d'Azuma n'a visiblement pas compris les besoins affectifs de son fils cadet. Ces adultes perdus s'enfoncent dans leur colère, dans leur peine et dans le chagrin de leurs conditions, jusqu'à rendre leurs yeux absents. Et quand les enfants recherchent auprès de leurs parents du réconfort, de la chaleur ou simplement de l'humanité, ils daignent enfin montrer leur visage, mais soit pour expier leur colère, pour appuyer la distance, ou pour complètement les faire sombrer dans la noirceur. Tout ça appuie la dernière thèse de Takopi. Aider peut parfois rendre les choses bien pires. C'est le sens même du titre, le péché originel de Takopi, qu'on introduit comme étant deux choses. Tout d'abord, le meurtre de Marina, qui est le premier moment où Shizuka admire la magie de Takopi et celui où elle sourit. Et le deuxième, c'est Takopi qui promet à Marina de retourner dans le passé pour tuer Shizuka. Takopi a des intentions purement positives, mais il s'y prend de la pire des manières possibles, et ça illustre la thèse de Takopi, la valeur du bonheur. Ça ne sert à rien de vouloir rendre quelqu'un heureux, surtout si c'est juste pour le statut du bonheur. Ce bonheur doit avoir un sens. Takopi veut faire sourire Marina et Shizuka, mais simplement pour la victoire de les faire sourire. Et le pire c'est qu'il y arrive, mais d'une manière si déconnectée de leurs problèmes réels que Takopi gagne au moment où Shizuka et Marina obtiennent leur plus grande défaite, celles qui vont sceller leur destin. Et c'est uniquement après avoir vraiment compris les enjeux du bonheur qu'il essaie d'insuffler que Takopi peut définitivement créer un bonheur durable chez elle, en sacrifiant sa propre vie. En mourant, Takopi comprend le sens du bonheur des êtres humains, et le bonheur qu'il installe ne se crée pas en réglant absolument chaque cause. Dans l'épilogue, la mère de Shizuka est toujours escort girl, et les problèmes créés par sa relation avec le père de Marina ne semblent définitivement pas s'être réglés. Azuma s'est éloigné de Shizuka et de Marina, et donc probablement de son obsession très chelou envers Shizuka, mais il va aller jusqu'à se battre avec son frère pour s'affirmer. Et enfin, Shizuka et Marina, en acceptant la douleur qu'elles ont subie, vont apprendre à se reconstruire dans une relation purement amicale qui va naître dans leur chagrin. Takopi trouve d'autant plus son sens si vous aussi vous avez traversé une épreuve émotionnelle peu avant de le lire. Une rupture, une déception quelle qu'elle soit, voire une dépression. Et venant de quelqu'un qui a découvert Takopi en 2022, au creux complet de la vague de la pire épreuve de ma vie pour le moment, je le dis, c'est vraiment quand vous êtes ce public que Takopi se transcende réellement. Mais, pour continuer un peu mon histoire, je considère que certaines œuvres m'ont aidé à me sortir de ce carcan à l'époque. Dark Souls, qui me donnait l'impression d'accomplir quelque chose, Nier Automata pour son propos sur la vie, et Persona 5, qui a d'une certaine manière exorcisé plusieurs de mes démons. Et c'est trois œuvres que je chéris de tout mon cœur. Mais Takopi, je l'ai découvert au même moment, il aborde des thématiques similaires, et pourtant, il n'en fait pas partie. Et j'en reviens à la durée de l'œuvre. Je le répète, pour moi Takopi est probablement trop court pour vraiment marquer un lecteur sur le long terme. Le manga avait besoin de plus de substance, d'un propos plus conséquent, car là, ce n'est qu'une expérience. Une lecture qui vous occupe 1 heure, voire 2, qui vous laissera sans doute un impact puissant, là, maintenant, tout de suite, grâce à ses multiples qualités, à ses propos, à ses personnages, à ses idées, mais après cet impact, il va lentement disparaître. Et si actuellement la communauté hurle haut et fort les louanges de l'œuvre, globalement à raison, je suis sûr que dans les années à suivre, ces voix vont lentement s'éteindre. Je dis pas qu'il est impossible d'avoir un manga court qui est marquant. L'un de mes mangas préférés est un one-shot, et quelques mois avant Takopi sortait au Japon Look Back, qui, en moins de pages, arrive à délivrer un message d'autant plus puissant dans une œuvre qui est globalement maîtrisée de A à Z. Il faut aussi pas oublier que Takopi c'est la première œuvre d'ampleur de Taisen 5, et que depuis il a progressé jusqu'à récemment sortir Fighting Girls, qui, en moins de 100 pages, arrive à avoir un message d'autant plus impactant. Takopi n'était pas destiné à être le pic de la carrière de Taisen 5, en tout cas, sous sa forme manga, parce qu'il reste l'animé, mais vu que j'y connais pas grand chose, il est temps de faire un petit ajustement.
Adapter ta copie était un pari presque insensé. Le manga est très court et Amano vous l'a dit, parler de sujets extrêmement sombres et complexes de manière très dense. À première vue, tout ce qu'on pourrait qualifier d'inadaptable. Et pourtant, ce pari, un producteur excentrique, Kotaro Sudo, et d'un studio quasi inconnu, Nishiya, l'ont relevé. Un studio qui, tenez-vous bien, n'avait jamais produit de série entière. Et là où beaucoup auraient choisi de rallonger artificiellement l'histoire, d'ajouter des épisodes de remplissage, eux ont pris le chemin inverse. Rester fidèle à la densité et à la puissance émotionnelle du manga, sans jamais la diluer. Dès sa sortie, le manga avait déjà créé un choc au Japon. Certains lecteurs le considéraient comme impossible à adapter en animation, de peur que ça tombe dans le voyeurisme ou le sensationnalisme. Mais l'anime a réussi un pari encore plus grand, montrer que l'animation pouvait atteindre le même niveau de maturité et de profondeur que du cinéma ou la littérature. Et pour ça, l'équipe a brisé toutes les conventions. Les épisodes n'ont pas tous la même durée, certains font 21 minutes, d'autres 37. L'opening et l'ending, ils cassent totalement les standards habituels. Chaque épisode existe pour servir le récit, pas le format TV. Résultat, pas de cliffhanger forcé, pas de coupure artificielle, même le silence devient un personnage à part entière. Certaines scènes se jouent presque sans dialogue, laissant à la musique et à l'animation le soin de transmettre l'indicible. À la réalisation, Ponte, un élève de Masayuki Kojima. Il refuse de tourner le regard, la violence domestique, le harcèlement, la maltraitance. Tout est montré, mais jamais gratuitement. Les plans sont lents, étouffants, accentuant le poids de la douleur. Mais attention, ce n'est pas qu'un récit sombre, parce qu'au milieu de ce cauchemar, il y a ta copie. Un extraterrestre naïf, optimiste, presque enfantin. Il n'est pas juste un regard extérieur, il incarne l'innocence absolue, celle que les enfants de cette histoire n'ont jamais eu le droit de conserver. Et tout ça, c'est renforcé par des choix artistiques marquants. Un chara-design tactile et détaillé signé Nagahara. Des contrastes visuels extrêmes entre la joie candide de ta copie et l'horreur des situations. Et même la musique, parfois décalée comme l'utilisation ironique de Vivaldi dans des scènes tragiques qui crée un malaise psychologique unique. Le spectateur est sans arrêt tiraillé entre deux émotions contradictoires, sourire ou suffoquer. Mais ce qui rend ta copie vraiment universelle, c'est son message. Derrière ses couleurs vives et ses personnages, l'histoire raconte une vérité brutale. Victimes et bourreaux se confondent parce que ceux qui blessent sont souvent les enfants, de blessures plus anciennes. Personne n'apprend à tendre la main, personne n'ose parler de sa douleur. Et la souffrance se transmet comme un héritage. Et pourtant, la série ne propose pas une réforme politique, ni une solution institutionnelle. Sa réponse est plus fragile, presque utopique. Écouter, soutenir, recréer du lien là où tout est tout brisé. Parce que parfois, il suffit d'un geste, d'une oreille attentive, d'une présence sincère pour fissurer la carapace de la haine. Le final illustre parfaitement ça. Ta copie sacrifie ses pouvoirs pour offrir une seconde chance. Mais attention, ce miracle n'efface pas tout. Les cicatrices restent, les foyers brisés ne disparaissent pas et pourtant au milieu de cette douleur persistante, une chose apparaît. La possibilité d'espérer, pas une rédemption totale, mais un pas vers l'avant, un souffle d'humanité. Au final, cette adaptation n'est pas juste un copier-coller du manga, c'est une œuvre exigeante, parfois éprouvante, mais qui réussit à montrer à la fois la dureté de la vie et la fragilité de l'espoir. Une série rare qui ose sortir des sentiers battus et qui nous rappelle une vérité simple. Même au cœur des ténèbres, tendre la main reste notre acte le plus révolutionnaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pleinement conscience de sa forme un peu plus expérimentale, mais j'avais quand même envie de parler de ta copie en sachant très bien qu'il allait falloir que j'adapte mon format parce que compliqué d'aller en profondeur comme j'aime le faire avec une œuvre aussi courte. Un grand merci à Erito qui a parlé de l'anime et de sa production. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, je vous ai tout mis en description, elle fait du super boulot. N'hésitez pas à râler sur le fait que j'ai dit Taizen 5 et pas Taizen 5 ou Taizen Go, je ne sais quoi. C'était Amano, à la prochaine.